Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure encore. Vous êtes très nombreux, donc merci de votre présence pour ce webinaire. Nous allons démarrer. Première chose à vous indiquer, donc pour que la réunion se passe dans les meilleures conditions possibles, donc vos micros vont être coupés. En revanche, vous pouvez tout à fait poser vos questions via le chat. Nous essaierons autant que faire se peut d'y répondre au fur et à mesure. Si toutefois nous n'avons pas le temps pour y répondre au fur et à mesure et si on est passé à côté de quelques questions, voilà, il ne faudra pas hésiter à se rapprocher de votre conseiller ou de nous pour qu'on y réponde. On va faire le maximum pour y répondre au fur et à mesure de la réunion. Et puis, bien sûr, on partage les points de vue avec bienveillance. Si je peux avoir une confirmation par l'un de nous que tout le monde voit bien l'écran, enfin, qu'on voit bien le slide. Tout est OK, Oui, Colline. Colline, tout va bien. Super, merci. Donc, nous allons aborder aujourd'hui les nouvelles modalités pédagogiques. Pour ce faire, nous aurons un certain nombre d'intervenants. Donc, moi-même, je suis responsable du pôle d'alternance au sein de la direction du développement et de l'offre de services à l'OPCO 2I. Sophie Reynaud, conseillère formation 2I Nouvelle-Aquitaine. David Sternik, conseiller formation 2I Auvergne-Rhône-Alpes. Alexandra Maclou-Wirtz, conseillère formation 2I Grand Est. Et enfin, nous aurons un témoignage d'une entreprise, donc Michael Doré, qui interviendra, responsable production pour l'entreprise VK. Donc, les nouvelles modalités pédagogiques, qu'est-ce que c'est déjà? C'est des dispositions donc, pédagogiques mises en œuvre pour favoriser l'apprentissage. On en dénombre 3. Donc, la formation en présentiel, qui est aussi connue sous le nom de formation en salle et qui consiste donc à faire que le formateur et l'apprenant sont sur un même lieu au même moment. La formation ouverte à distance, qui est officiellement reconnue depuis la loi du 5 mars 2014, aussi appelée donc FOAD, et qui, elle, consiste au fait que l'apprenant et le formateur ne sont pas sur un même lieu, et ça peut être synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire que le formateur forme au même moment où l'apprenant prend connaissance des informations, ou alors asynchrone, c'est-à-dire que c'est pas au même moment. Et il me manque un petit... Voilà, pardon. La formation, et donc la troisième modalité pédagogique, c'est la formation en situation de travail, donc c'est-à-dire que l'apprenant apprend en faisant, et donc là c'est sur un lieu de travail en l'occurrence, et ça peut être au même moment ou à un moment distinct avec le formateur. Cette modalité pédagogique, elle est nouvellement reconnue en tout cas par la loi, puisque c'est la loi du 5 septembre 2018, dite loi Avenir, qui permet donc la reconnaissance de cette modalité pédagogique. Et je vais laisser la parole à Sophie. Merci, Colline, pour cette introduction. Alors, juste, je voudrais voir si... Voilà. Donc, je vais vous présenter la formation ouverte à distance. Donc, la FOAD, qui veut dire formation ouverte à distance, c'est un processus pédagogique dont la particularité est que l'apprenant n'est pas physiquement dans le même lieu géographique que le formateur. De plus en plus, on parle de FAD, formation à distance. Le O est simplement pour appeler le terme ouvert, traduit d'open en anglais. Cette modalité a été fortement utilisée lors du premier confinement et a permis une continuité de l'activité de la formation professionnelle, tout en restant confinés. Qu'on soit télétravailleurs ou travailleurs nomades, nous avons pu nous former pendant la pandémie. C'est ainsi que cette modalité a pu démontrer son efficacité et sa praticité. Elle peut recourir à des appellations très variées. Le blended learning, rien à voir avec le whisky, et
ce n'est pas de la FOAD. C'est un mélange de présentiel et de distanciel. On peut le consommer sans modération. Exemple, après une journée de formation en présentiel, le formateur peut convier les stagiaires à une classe virtuelle ou à participer à un MOOC pour réaliser un travail pédagogique. Alors, le MOOC, qui veut dire Massive Open Online Course, ce qui signifie en français formation en ligne ouverte à tous. C'est-à-dire qu'on ouvre des cours en ligne comme on ouvre une boutique digitale. Sa particularité, c'est que beaucoup de personnes peuvent se connecter en même temps au rythme qui leur convienne. On peut parler également d'un cours ouvert aux masses. Le MOOC contient un parcours pédagogique qui mélange l'accès à des ressources de travail, l'accès à des ressources et un travail à réaliser par le stagiaire. Donc, on peut dire que l'apprenant participe et il n'est pas passif comme dans une classe virtuelle. Pour la prononciation, vous avoue qu'on n'a pas réussi à trancher. Le terme se prononce MOOC en anglais, c'est donc normalement la prononciation que nous devrions conserver, mais apparemment MOOC fait de la résistance en France. Le SPOC, rien à voir avec les extraterrestres. C'est pour Small Private Online Course, ce qui signifie en français cours en ligne privé en petits groupes. En fait, c'est un MOOC à l'échelle de l'entreprise ou d'un groupe restreint. Il contient les mêmes principes pédagogiques que le MOOC, c'est-à-dire que l'apprenant participe à l'enseignement. À l'écran, on voit les conditions de réalisation d'une FOAD telles que le prévoit la réglementation. J'y reviendrai pas dessus. De façon générale, comme le disait Colline, il y a deux méthodes pour faire de la FOAD, la méthode synchrone par le biais des classes virtuelles et la méthode asynchrone où l'apprenant se connecte à une plateforme et réalise un travail. Là, la présence du formateur n'est pas nécessaire au moment de la connexion. Dans un parcours pédagogique donné, les deux méthodes, synchrone et asynchrone, peuvent être mixées. Alors, voyons les avantages de la FOAD. Certes, elle est éligible à tous les dispositifs de financement, ce qui en fait sa flexibilité. Mais également, l'apprenant gère de façon autonome son apprentissage en choisissant son temps de connexion le plus propice. C'est-à-dire que ce n'est pas l'apprenant qui s'adapte à l'outil, mais l'outil pédagogique qui s'adapte aux contraintes de l'apprenant. Aussi, en utilisant les nouvelles technologies informatiques, cette modalité pédagogique est attractive et ludique, car l'apprenant non seulement acquiert de nouvelles compétences sur l'objet de la formation, mais également développe des capacités à utiliser les outils numériques. Mais avant tout, la FOAD permet une économie sur les frais annexes, tant du point de vue du formateur que de l'apprenant, puisque personne ne se déplace géographiquement. Alors, quel est... Alors, zut, j'ai plus la main. Voilà. OPCO2I prend en charge cette modalité pédagogique au même titre que les formations en présentiel. Il n'y a pas de particularité sur les financements applicables. En conséquence, une entreprise peut faire une demande de prise en charge pour une formation faite en FOAD, tant sur du plan de développement de compétences, mais également sur des cofinancements extérieurs. Exemple, sur la convention Relance Industrie. Alors, de quel document aura besoin OPCO2I pour instruire une demande de prise en charge pour une formation faite en FOAD? En fait, c'est très simple. OPCO2I aura besoin des mêmes documents qu'une formation en présentiel. Mais attention, la réglementation exige des mentions particulières sur la convention de formation. Et plus précisément, 1. Préciser les objectifs, la nature des travaux incombant aux stagiaires, et 2. Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre. Ces points particuliers ont pour but d'éviter les mauvaises surprises et être clair sur le parcours pédagogique développé. Bien entendu, il faudra préciser le prix des différentes prestations. Alors, je tiens à souligner que la notion d'heure reste importante. En effet, la plupart des dispositifs de financement sont encore contraints par des références horaires.
même si les formations consistent en la mise à disposition d'une plateforme numérique avec un accès illimité. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Est-ce que, Colline, ou il y a des questions sur lesquelles j'aurais pu faire un focus à l'oral? Alors, effectivement, donc il y a une question qui est posée. Y a-t-il une durée minimale de formation FOAD pour être éligible à un financement OPCO? C'est une très bonne question. Alors, il faut dire que la loi n'exige pas une durée minimale pour être qualifié en termes de formation. Néanmoins, il peut y avoir des régulations suivant les tensions des enveloppes par rapport à nous en région, on peut faire des régulations d'enveloppe. Et donc dire à partir d'une certaine durée, en dessous d'une certaine durée, on ne donnera pas de financement. Exemple, nous, en Nouvelle-Aquitaine, en dessous d'une demi-journée, c'est pas dit qu'on attribue un financement. Ça, je dirais, je me permets de compléter, Sophie, c'est un peu l'usage en formation, c'est-à-dire que c'est vrai que quand ça fait moins d'une demi-journée, alors avant c'était même moins d'une journée, on comptait pour nous une formation, c'était minimum 7 heures. Maintenant, on accepte la demi-journée, mais c'est vrai qu'en dessous d'une demi-journée, on ne considère pas que c'est de la formation, mais de l'information. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut dire du coup que la durée minimale, c'est une demi-journée, je pense. Exactement. Là, je vois, est-ce que cette prise en charge concerne tous les domaines de formation? Oui, on n'a pas de domaine de formation interdit. Ce sont les domaines de formation qui sont listés par la loi. Voilà, il y a aussi la question de faut-il pas un protocole individuel de formation, donc autrement appelé PIF? Alors, le protocole individuel de formation est conseillé et même très fortement conseillé parce qu'il permet de cadrer les objectifs, les modalités pédagogiques, le travail de l'apprenant. Néanmoins, pour nos dossiers de demande de financement, il n'est pas exigé obligatoire, il n'est pas obligatoire. Néanmoins, il est fortement conseillé. Si on a encore un petit peu de temps pour les questions, sinon j'y répondrai dans le chat. On peut encore poser quelques questions. Il y a une question, faut-il demander les relevés de connexion donc, pour régler les heures de formation? Alors, nous, on demande un certificat de réalisation. Néanmoins, sur certains financements, des cofinancements extérieurs de type européen, on peut nous demander des relevés de connexion, des choses comme ça, effectivement. Mais sinon, dans le cas général, non. Un certificat de réalisation suffira. Tout à fait. Une question, donc le parcours doit-il être certifiant? Pas Non. forcément. Non, Ça va dépendre du dispositif de financement, en fait. Exactement. Mais il est certifiant si, par exemple, il amène à une préparation d'un CQP dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Tout à fait. On a encore pas mal de Alors, questions, mais je vais peut-être... les feuilles Vas-y. de présence sont-elles obligatoires? Non, c'est pas forcément obligatoire. C'est un certificat de réalisation global. Les attestations de fin de formation, alors, tel que le définit la réglementation, non, c'est encore, je rappelle, ce certificat de réalisation. On vous donnera, enfin, il est à votre disposition. On propose un modèle, OPCO 2I. Voilà. Faut-il un minimum horaire pour chaque séquence? Non, on regardera la globalité du parcours pédagogique. C'est-à-dire dans un parcours pédagogique qui mixte plusieurs modalités pédagogiques, présentielles, distancielles et AFEST par exemple, on peut entendre que ce parcours global fait
35 heures. Dans ces 35 heures, il va y avoir que 2 heures de FOAD. Et bien là, il n'y a pas de souci pour les demandes de prise en charge. Les formations internes peuvent être prises en charge dans ce cadre. Pourquoi pas? C'est pas incompatible. Est-ce que on va peut-être on va essayer de répondre à toutes les questions là par le chat parce qu'il faut peut-être enchaîner sur la partie test. Allez, voilà. je passe la main à David et je vais répondre Merci, aux questions sur la FOAD. Merci Sophie. Alors, est-ce qu'on a la diapo à l'écran? Voilà. Alors, en ce qui concerne l'action de formation en situation de travail, donc c'est une modalité qui est centrée sur la mise en pratique. Donc on parle de terrain, on parle d'opérationnel, de métiers vraiment très très concrets, puisque cette action de formation, est basée sur des mises en situation de travail qui doivent être aménagées, préparées et organisées à des fins pédagogiques. Et donc tout cela s'inscrit dans un cadre qui implique une démarche structurée et qui commence par une analyse du travail, c'est-à-dire qu'on va lister quelles sont les activités clés du métier, donc pour lesquelles le salarié doit acquérir ou développer des compétences spécifiques. À partir de là, on va définir donc des objectifs d'apprentissage avec un positionnement qui sera réalisé en amont, donc positionnement de l'apprenant par rapport à son niveau de départ, et qui va permettre de mesurer la progression de ses acquis tout au long du parcours. Et enfin, donc tout cela doit conduire à une situation d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va définir des objectifs pédagogiques, et en face de ces objectifs, on devra mettre en place des moyens pédagogiques permettant de les atteindre. Donc tout cela requiert un aménagement du temps de travail de l'apprenant, un accompagnement et ou un tutorat par des experts métiers, et enfin un retour sur expérience qu'on peut nommer aussi feedback. Alors, la diapo suivante, elle est là. Alors, la FEST se différencie par une étape essentielle qui lui est spécifique et qu'on appelle la phase réflexive. Il s'agit d'une prise de recul de l'apprenant sur sa propre pratique. Donc, elle est distincte de toutes les autres situations de travail et l'objectif de cette réflexivité est de consolider l'apprentissage. Pas à pas, donc en mettant en œuvre cette phase réflexive, l'apprenant s'interroge sur son propre parcours et sur son apprentissage. Cette phase réflexive ne doit pas servir à évaluer l'apprenant. Il y a des phases d'évaluation qui sont distinctes de cette réflexivité. Donc, durant cette phase, l'apprenant observe, va analyser les écarts entre ce qui est attendu et ce qui a été réalisé, et va donc apprécier ses acquis en fonction de chaque mise en situation. Autrement dit, il va s'interroger avant de faire, donc comment je vais m'y prendre. Il va réaliser sa tâche et ensuite, une fois que cela est fait, il va se questionner. Comment ai-je fait? Aurais-je pu m'y prendre autrement? Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, etc. Alors, très important, donc la loi Avenir professionnel de 2018 impose que ces phases réflexives doivent être tracées. Donc, il doit y avoir une trace, donc sur tout support, que ce soit un document écrit, un enregistrement audio ou vidéo, tout est recevable. Alors, en matière d'avantages, il y en a des directs et des indirects. Alors, tout d'abord, directement, on voit que c'est une efficacité pédagogique à 100%, puisque ce sont des formations métiers très concrètes, terrain, en situation. Donc, cela paraît évident. Un autre avantage important, c'est que cette action de formation est très flexible, puisqu'elle sera adaptée aux besoins de l'entreprise, de l'apprenant, du service, de la charge d'activité, etc. On peut par exemple prévoir 1 heure par semaine ou 2 heures tous les 2 jours,
là, je dirais que c'est vraiment à la carte et c'est un avantage considérable. Les frais annexes, comme tout ce qui est transport, hébergement, restauration, etc., sont bien entendu nuls puisque tout se déroule dans l'entreprise. Donc, les coûts annexes sont fortement limités et il n'y a pas de remplacement de la personne formée non plus puisqu'elle est en situation de travail. Même si c'est aménagé, la personne est en situation de production, mais pas à 100%. Il faut bien avoir ça en tête. Ensuite, on peut donc personnaliser la formation, puisque son parcours est réalisé en fonction de son positionnement, donc de son niveau de départ initial. Et cette formation est également synchronisée avec les besoins de l'entreprise, on en a parlé, puisque tout est pris en compte, hein, à savoir les besoins des uns et des autres, les charges de travail respectives de l'apprenant, du formateur et des encadrants. Et enfin, et ce n'est pas le moindre des avantages, cela requiert de l'apprenant un investissement accru, puisqu'il est vraiment au cœur de son parcours d'apprentissage, et cela a une importance assez forte sur le résultat. Et enfin, des avantages indirects, qui est par exemple, et notamment, la reconnaissance des experts terrain, donc tous les experts métiers qui vont être accompagnateurs, formateurs, se voient reconnaître une expertise au travers de ce parcours. Cela peut entraîner également un décloisonnement et un développement de la communication interne, donc entre services internes à l'entreprise. On va s'interroger sur la réévaluation des processus de travail, notamment par la liste des activités en amont. On pourra voir aussi évoluer la relation entre le manager, le formateur, son collaborateur, et puis aussi une revalorisation du travail, puisque là, on va s'intéresser vraiment aux tâches et aux activités réellement exercées sur le poste. Et enfin, on pourra mutualiser, de façon à faire ressortir les bonnes pratiques et en faire bénéficier. Il y a d'autres services dans l'entreprise. On pourra appliquer également ça à d'autres actions de formation qu'on pourra développer en interne. L'homogénéiser également en matière de pratiques dans l'entreprise. Alors, ce schéma pour montrer quelles sont les étapes de manière chronologique pour la mise en œuvre d'une AFEST. Donc, on va partir tout d'abord, on l'a vu, par une analyse de l'activité de travail réellement exercée. Par la suite, on va s'intéresser aux personnes ressources, donc on va désigner un formateur pouvant exercer une fonction tutorale, donc il y aura un rôle également d'encadrant de l'apprenant. Cela étant fait, on va mettre en place le parcours de formation, donc avec les objectifs pédagogiques qui auront été définis, et donc deux étapes qu'il faudra inclure dans le parcours de formation, que sont la mise en place de phases réflexives, et puis les évaluations. Donc là, on va raisonner en termes de jalons, c'est-à-dire que si le parcours est assez court, il pourra y avoir une évaluation ou un jalon final. Et si le parcours est un peu plus long, on pourra prévoir des évaluations intermédiaires qui permettent de valider pas à pas l'avancée de l'apprenant dans son parcours. Et il y aura donc enfin une évaluation finale pour valider que les objectifs sont atteints. Et enfin, donc, on va tracer tous ces temps-là, notamment si le parcours est un peu long, on va mettre en place et prévoir donc les phases réflexives, les évaluations, par rapport au parcours qui va donc être identifié par un temps d'apprentissage, donc à savoir un nombre d'heures. Cette identification du nombre d'heures est effectivement très importante puisque c'est sur cette base-là que Opco2i pourra valoriser le coût pédagogique. Donc, comme on l'a évoqué, l'action de formation en situation de travail est une modalité pédagogique reconnue et donc éligible à tous les dispositifs de financement, que ce soit le plan de développement des compétences, dans le cadre d'une PROA, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Également, c'est éligible au titre
de la Convention Relance Industrie. Donc, vous savez que cette convention entre Pro2I et l'État permet aux entreprises de bénéficier de financement du FNE en tout ou partie concernant le coût pédagogique. Et donc, les actions de formation en situation de travail sont éligibles au titre de cette convention. Au niveau du calcul du financement applicable, donc on va prendre en compte le salaire brut horaire chargé du formateur, ou des formateurs éventuellement, qu'on va multiplier par le nombre d'heures prévues au parcours de formation. Cette base nous donnera le coût pédagogique sur lequel nous nous baserons par rapport à la prise en charge. Alors, en termes plus administratifs, qu'est-ce qu'il faut pour permettre la prise en charge et le financement de l'action? En amont de la formation, on va vous demander un document donc, qui s'appelle Annexe pédagogique et financière. Alors, c'est un document un peu à l'instar d'une convention de formation ou d'un protocole individuel de formation qui va permettre de cadrer la démarche. Donc, on va retrouver quels sont les objectifs, quels sont les acteurs ressources, le formateur, l'apprenant, quel est le parcours de formation, son nombre d'heures et les objectifs à atteindre. Le Pro2I pourra vous fournir, au travers de votre conseiller, un modèle d'annexe pédagogique et financière. Et enfin, pour permettre de régler ce parcours, on va vous demander d'avoir au moins une preuve de réalisation d'une phase de réflexivité. C'est un élément essentiel puisque imposé par la loi. Et enfin, un certificat de réalisation. Comme toute action de formation, on demande un certificat de réalisation permettant de visualiser et d'attester que le parcours a été réalisé conformément à ce qui était prévu. Et là encore, Pro2I peut vous fournir un modèle. Et enfin, pour en terminer, donc j'insiste sur deux particularités de la FEST, c'est qu'on ne demande pas de feuille d'émargement, mais qu'on va prendre en compte donc les phases réflexives et les jalons intermédiaires et finales. Et pour rappel également sur les phases réflexives, tout élément de preuve est recevable. Donc là, ça peut être très variable. Hein. On peut filmer l'apprenant en train de réaliser et de s'interroger. On peut prendre en compte un cahier des charges, une copie ou un cahier de questionnement aussi, ça peut marcher, ou un enregistrement audio, etc. Donc j'en ai terminé. Je ne sais pas, Colline, si on a des questions. Oui, alors on a effectivement quelques questions notamment. Alors j'ai essayé de répondre à quelques-unes, mais il y en a des redondantes, donc je pense que ça mérite effectivement qu'on s'y attarde un petit peu. Donc notamment sur la partie financement, il y a plusieurs questions. Si je reprends une dernière, je l'ai perdue entre-temps, il y a eu d'autres questions. Oui, alors les financements Pro2I, tu y as pourtant répondu hein, pendant la présentation et j'y ai aussi répondu, mais je pense que voilà, ça mérite qu'on y revienne. Donc les financements Pro2I pour la FEST peuvent-ils concerner des entreprises de plus de 50 salariés? Alors, normalement, les entreprises de plus de 50 salariés n'ont pas accès à la mutualisation du plan de développement des compétences, donc, qui est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés. Par contre, au travers du dispositif, de la convention Relance Industrie, il est fort probable que les entreprises puissent être éligibles à ce dispositif, par un biais ou par un autre. Et donc là, je les invite à se rapprocher de leurs conseillers. Par ce biais-là, les AFEST sont finançables. En tout ou partie, cela va dépendre de la taille de l'entreprise. Oui, voilà, tout à fait. C'est peut-être important de repréciser. Là, on est sur la présentation de modalités pédagogiques et non pas de dispositifs de financement. Donc là, on présente les modalités pédagogiques donc, qui peuvent servir pour tout type de formation. Et après, par-dessus, on peut effectivement ou non, en fonction de la taille de l'entreprise et des dispositions, donc y mettre un financement. Que ce soit donc, comme l'a dit David, dans le cadre, donc si on se base sur une entreprise de plus de 50 qui n'aura pas accès effectivement donc au plan de formation, on peut avoir
du financement dans le cadre de la PROA, donc promotion et reconversion par l'alternance. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, il peut tout à fait se réaliser tout ou partie en AFEST, comme en FOAD d'ailleurs. Et puis, la convention relance industrie et puis potentiellement d'autres dispositifs de financement. Voilà, donc, mais en tout cas, pas dans le cadre du plan pour les entreprises de plus de 50, en effet. Mais il existe tout un tas d'autres dispositifs de financement. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de votre conseiller. Alors, Colline, je rebondis sur une question que je vois dans le chat qui est assez importante. La FEST est-elle éligible au bilan à 6 ans? Oui, tout à fait. C'est une modalité comme une autre. Et donc, les formations en AFEST sont éligibles dans le cadre du bilan à 6 ans. Tout à fait. Donc, il y a aussi une question, on les traite peut-être pas dans l'ordre, mais je la vois tout de suite. Donc, est-ce qu'on peut encore souscrire via 2i à la Convention Relance Industrie? J'avais cru comprendre que les dossiers pouvaient être déposés jusqu'au 31/12/2021, donc c'était vrai. En revanche, OPCO 2i a signé un avenant à cette Convention Relance Industrie pour une reconduite donc en 2022. Donc, effectivement, il sera possible de déposer des dossiers pour l'année 2022. Avez-vous un modèle de cahier de... Mince, ça va trop vite, il y a trop de questions, la question est partie. De cahier de questionnement. Donc oui, on a créé un document, une grille d'opportunités. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de votre conseiller pour avoir ces éléments. David, est-ce que tu vois d'autres questions? Alors, Sophie, on nous a aussi demandé de discuter sur les différents rôles formateur, tuteur, accompagnateur en AFEST. Est-ce qu'on peut un petit peu expliquer les différents rôles de chacun? Oui, alors on peut effectivement en parler. Il peut y avoir donc plusieurs personnes ressources qui sont désignées pour un parcours en AFEST. Alors ça va être extrêmement variable d'une entreprise sur l'autre, d'un parcours sur l'autre. On peut imaginer une situation où une personne, un expert métier, qui peut être le manager de l'apprenant, qui sera son accompagnateur et son formateur. Donc, ce sera une même personne qui assurera tous les rôles. Et on peut aussi imaginer dans une autre entreprise, pour un autre parcours de formation, qu'il y ait 2 voire 3 personnes pour encadrer l'apprenant ou les apprenants, si c'est une AFEST collective. Il pourrait y avoir par exemple un formateur, il pourrait y avoir un accompagnateur et un tuteur, pourquoi pas. On peut l'imaginer, ça va être très variable en fonction des parcours et des objectifs qu'on souhaite atteindre. Et donc ça, il faut le déterminer en amont avec bien sûr le management ou la direction de l'entreprise pour que chaque partie prenante soit impliquée et ait connaissance de son rôle. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'on est obligé de passer par un organisme extérieur pour se faire aider lorsqu'on est une entreprise là-dessus? Alors, il n'y a pas d'obligation, effectivement. Soit l'entreprise a les compétences en interne pour se débrouiller toute seule. Pourquoi pas, c'est possible. Le conseiller OPCO 2i peut également apporter un cadre et des outils. Ou encore, l'entreprise peut faire appel à un organisme externe pour se faire aider dans la mise en œuvre d'un parcours AFEST. C'est possible. J'ai vu passer dans le fil des questions, des questionnements par rapport à l'intervention des PCRH ou des DIAG OPCO qui pourraient permettre de financer une prestation en amont pour aider à construire le parcours. Alors, on peut l'envisager. Après, il faut voir quel est le contenu exact de la prestation, mais il peut y avoir effectivement un travail en amont par un prestataire, PCRH ou autre, permettant d'identifier quels sont les points d'appui, quels pourraient être les besoins de l'entreprise en matière de compétences, quels sont les objectifs à atteindre, etc. Étant donné que ce sont des situations propres et spécifiques à chaque situation et chaque entreprise, il faudra que nous ayons sous les yeux le contenu de la prestation pour dire si on peut le financer dans ce cadre-là ou pas.
Alors, je vois une question, est-ce qu'il y a un financement spécifique pour la partie ingénierie dissociée de la prise en charge AFEST? Alors, bon, là, on l'a un petit peu évoqué par le biais d'un prestataire externe, mais il faut savoir aussi que certaines branches, je pense notamment à la branche de la plasturgie, peut permettre effectivement une prise en charge de l'ingénierie en amont du parcours AFEST. Donc là encore, c'est spécifique aux branches, donc il faut se rapprocher de votre conseiller OPCO2I. Nous allons peut-être, donc on va peut-être passer et laisser la parole à Michael Doré qui nous a rejoint donc, pour témoigner. Et pendant ce temps, on va essayer de répondre aux questions. Il y en a beaucoup, donc sur le chat, on va essayer d'y répondre pendant le témoignage. Merci Colline. Donc Alexandra Maclou, je suis conseillère en formation sur la région Grand Est et je suis accompagnée de Michael Doré, responsable de production dans l'entreprise VK, qui va vous apporter son témoignage par rapport au parcours qu'il a pu mettre en œuvre dans son entreprise. Michael, es-tu là? Michael, tu nous entends? Tu actives ton micro? Alors, petit problème technique. Colline, David, je vous propose de répondre à une ou deux questions en attendant que Michael, on arrive à avoir le son. Oui, tout à fait. Donc, peut-être qu'en attendant, là, je vois qu'il y a le sondage qui vient d'être accessible. Donc, vous pouvez répondre au sondage qui vous est proposé et qui nous servira potentiellement à mettre en place des actions un peu plus poussées que ce qu'on... Je vois que ça y est, les réponses arrivent. Notamment parce que là, donc on fait un webinaire, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est quand même très générique. C'est pour introduire les sujets nouvelles modalités pédagogiques, notamment donc FOAD AFEST, mais bien sûr, si vous avez des besoins plus poussés d'accompagnement, il ne faudra pas hésiter soit à se rapprocher de votre conseiller. Si on voit qu'il y a beaucoup de demandes en local, on suggère potentiellement effectivement de mettre en place des ateliers en région. Donc voilà, c'est notamment pour solliciter votre avis sur les actions que l'on peut mettre en place. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à en suggérer d'autres si toutefois vous ne voyez pas dans les suggestions du sondage ce qui vous conviendrait. N'hésitez pas dans le chat à faire des propositions. Je vais reprendre du coup. Ça va très très vite les questions, donc j'ai un peu de mal à les suivre, mais est-ce qu'il y a un financement spécifique pour la partie ingénierie dissociée de la prise en charge AFEST pour le participant? Donc non, à ce jour, enfin, dans les dispositifs classiques, je dirais, de financement OPCO2I, il n'y a pas de prise en charge de l'ingénierie pédagogique. En revanche, il peut y avoir des conventions régionales en local qui permettent de prendre cette partie ingénierie pédagogique en charge. Ça a été le cas notamment l'année dernière, ou il y a 2 ans, en Île-de-France, en Pays de Loire. Voilà, mais ça va être vraiment en fonction des conventions qui peuvent être signées localement. J'essaie de reprendre. Bah, ouais, c'est les mêmes questions. Ça tourne beaucoup autour de la prise en charge quand même. Donc je pense qu'on vous a répondu sur les prises en charge, hein, je le redis.
Donc, les prises en charge, elles vont dépendre vraiment des dispositifs de financement que vous avez à disposition. Et donc, notamment, si vous êtes une moins de 50, vous avez accès donc, au plan de développement des compétences. Si vous êtes une plus de 50, vous n'y avez pas accès, mais vous avez accès là pour toute taille d'entreprise, donc au financement dans le cadre de la PROA, le contrat pro qui peut se réaliser en AFEST aussi, et la convention relance industrie. Je vois que Michael Doré est connecté. Est-ce qu'on peut peut-être passer au témoignage, puis on va continuer de répondre dans le chat? Non. Colline, encore une question et ça devrait être techniquement opérationnel. Désolée. Ok, pas de souci. N'est-il pas nécessaire, donc j'en prends une, d'avoir recours à un OF architecte pour structurer en amont le parcours et les compétences à acquérir? Non, ce n'est pas nécessaire. Ça peut être facilitant, en effet, mais ce n'est pas une obligation. Quelle est la durée moyenne pour la FEST? Comment un parcours exclusivement à FEST de 400 heures serait-il recevable? Alors, quelle est la durée moyenne? Ça va vraiment dépendre du référentiel formation, référentiel compétences et du coup référentiel formation. Et comment un parcours exclusivement à FEST de 400 heures serait-il recevable? J'ai envie de dire pourquoi ne le serait-il pas? Voilà. Mais peut-être qu'on peut pousser un peu plus la question. Il n'y a vraiment pas de contrainte d'heure. David, tu voulais compléter? Oui, effectivement, il n'y a pas de durée ni minimum ni maximum. Ça va vraiment dépendre des objectifs pédagogiques à atteindre et du parcours en fonction de l'apprenant. Donc, ce sera toujours très variable. On peut imaginer des parcours jusqu'à 400 heures, voire plus, pourquoi pas. Donc, je regarde des questions qui s'affichent. Avez-vous une liste des éléments de preuve acceptés? Vidéo, audio, écrit, format? Non, on n'a pas de liste puisque tout élément est recevable, tout simplement. Donc, à partir du moment où le support est traçable, c'est-à-dire qu'on a un élément, ça peut être une clé USB qui contient un enregistrement vidéo ou audio, ça peut être un document Word ou Excel, tout est possible. Le formateur doit-il être obligatoirement formé comme référent AFEST? Non, il n'y a pas d'obligation. Ça peut être un plus si le formateur en question est amené à réitérer assez souvent ce type de parcours. Ça peut être un plus pour le conforter dans sa mise en œuvre, mais ce n'est pas une obligation. Ouais, David, qu'est-ce qu'un OF architecte? Oui, alors un OF architecte, en fait, c'est une appellation qui entre dans le cadre de contrats de professionnalisation particuliers, donc anciennement Prodiat, que certains peuvent connaître, ou maintenant, dans notre terminologie OPCO2I, les contrats de 2I accompagnés, qui sont des contrats de professionnalisation expérimentaux qui permettent de bénéficier du recours à un prestataire externe, donc l'organisme architecte, qui va lui travailler en amont sur les besoins, tracer et réaliser le parcours de formation et apporter tout le formalisme nécessaire à la démarche. Donc c'est ça un organisme de formation architecte, hein. C'est un prestataire externe qui va aider l'entreprise à construire et encadrer le parcours. Merci David. De rien, Sophie. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, nous avons en partie résolu le problème technique. On va tester. Michael, est-ce que tu peux parler pour qu'on t'entende? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Parfait. Michael, est-ce que tu peux brièvement présenter l'entreprise et ta fonction? Donc, je suis Michael Doré, je suis le directeur de production de la société VK Recyclage. VK Recyclage est une entreprise qui fait partie du groupe VK, une entreprise allemande. VK est leader mondial dans la fabrication du profilé.
Et nous sommes la filiale recyclage située en France, à côté de Troyes, dans l'Aube. Donc nous, notre métier, c'est de récupérer tous les déchets de menuiserie PVC, ce qui touche la construction, donc fenêtres, volets roulants, partage, dames de piscine, etc. Et de valoriser cette matière. Donc on récupère la matière, on déchique le PVC, on lave la matière, on la broie, on trie les métaux ferreux, les métaux non ferreux, la poussière, le joint, et du tri optique, du tri densimétrique pour trier le verre, les cailloux. Et ensuite, on fait de l'extrusion, c'est-à-dire qu'on va fondre la matière broyée. Une fois qu'on l'a triée, qu'on a trié le blanc de la couleur, on va la fondre et ensuite la transformer en billes de PVC. Mickaël, tu peux nous expliquer dans quel cadre tu as imaginé vous avez imaginé ce parcours et quelle était la problématique de départ? Donc en fait, le projet, il est né d'une volonté de mon patron, François Aublé, qui est le président de la société Véca Recyclage. Au départ, il m'a mandaté pour recevoir sur site un expert spécialisé en exclusion de Polivia Formation pour m'aider un peu à harmoniser les compétences de mes salariés en exclusion. Donc au départ, on a identifié les compétences et les lacunes de chacun de mes collaborateurs sur tous les postes. On a identifié 3 postes et on a pu effectuer un travail de rédaction des blocs de compétences spécifiques au process de l'unité de recyclage. Donc tout ça dans le but d'harmoniser les compétences et les connaissances de toutes mes équipes. Ok, donc comme tu l'expliques, hein, l'idée c'était d'harmoniser en fait le niveau de connaissance des salariés, d'uniformiser leur savoir-faire, leurs compétences. Donc vous vous êtes fait accompagner en effet en amont d'un expert technique pour vous aider à mettre à plat les compétences et tout ce que les salariés doivent faire en termes d'activité, de tâches. Ensuite, le parcours, il a été conçu de quelle manière? Il représentait quel volume d'activité et réparti comment? Allô? Oui. Je te demandais comment le parcours avait été conçu, quel volume d'heures il y avait et sous quelle modalité pédagogique? Donc on était épaulé par Marie-Olivier. De chez Polivia, ok. De chez Polivia. Nous a aidé à construire, avec toi aussi, bien sûr, avec ton aide, Lopco. Donc on a au total une formation de 152 heures. Oui. Donc 21 heures avec l'organisme de formation externe Polivia. On a des modules théoriques, modules concernant les matières plastiques, connaissance des matières plastiques, et un module hygiène, sécurité, environnement. Et aussi un module de formation interne, donc ça qui est mené par moi-même, formation sur le terrain, formation en AFEST, et aussi formation théorique sur l'apprentissage des lignes de production, le démarrage, l'arrêt, vraiment pour connaître le métier, comme on dit, sur le terrain. C'est ça, en fait, vous avez articulé le parcours de formation donc, qui comprenait 152 heures avec une partie de formation externe qu'il était en quelque sorte inutile de faire en interne. C'était plus une perte de temps sur tout ce qui était purement théorique. Donc, vous l'avez confié à un organisme externe spécialiste de la branche. Et puis ensuite, vous avez construit et animé plusieurs modules de formation interne, dont certains en formation interne pure, c'est-à-dire en salle, en dehors du poste de travail. Et du coup, avait mis en œuvre une partie de la formation en AFES, donc sur les postes de travail, notamment pour les parties les plus techniques de vos métiers. C'est ça. Pourquoi, quel est l'avantage d'avoir choisi ce montage qui est très particulier, très innovant, mais qui compile un petit peu toutes ces modalités de formation, à la fois avec un organisme externe, en interne, sur le poste de travail? À l'époque, ça présentait certains avantages, notamment par rapport à la mobilité de tes salariés, parce que du coup, tout s'est fait sur place.
Voilà, tout est fait sur place. Donc la formation externe avec Polivia. Donc comme ça, les salariés ils restent aux alentours ils restent dans notre société. Ça résout le problème de mobilité. Et on a pu faire aussi du coup une formation adaptée sur mesure directement sur nos machines. Et là, vraiment prendre le temps de former mes salariés. Parce que le problème, c'est que je suis là depuis 2010, et surtout les nouveaux, on les intègre toujours rapidement. On les prend, on les met en doublon avec des anciens qui sont formés un peu à la va-vite. Et là, vraiment, de prendre le temps de monter ce process de formation, ça permet vraiment que tout le monde ait la même formation théorique et pratique, et on est sûr que les compétences sont bien acquises par tous. Ok. Aujourd'hui, tu es à peu près à mi-parcours sur le groupe de stagiaires. Est-ce que tu en vois les premiers bénéfices? Oui, tout à fait. La partie pratique, bien sûr, elle aide fortement, mais c'est surtout sur la partie théorique en salle où je ressens aussi qu'il y a beaucoup de bénéfices parce que les gens maîtrisent mieux les lignes, maîtrisent mieux le fonctionnement de la machine, arrivent mieux à être réactifs, et surtout le week-end, parce que nous, on n'a pas de chef d'atelier, pas de chef d'équipe, on a des personnes qui sont autonomes, on tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on se doit d'avoir des personnes qui soient compétents et qui connaissent vraiment bien précisément la théorie des machines. En autonomie, oui, parfaitement. Voilà. Alors, je vais répondre à une question que je vois apparaître dans le chat et qui est le cas chez VK. En fait, il y a une question qui est posée pour savoir si la FEST peut être le premier pas vers le CQP. Il faut noter que les parcours chez VK sont des parcours certifiants, c'est-à-dire que les salariés vont chercher un CQP du métier de la plasturgie. Donc, comme on l'a dit à plusieurs reprises, en fait, la FEST n'est qu'une modalité pédagogique. C'est un moyen de faire la formation, en fait. Mais on peut faire toutes les formations, que ce soit des formations certifiantes ou pas, grâce à cette modalité. Très bien, Michael, on va juste terminer. Je vais te demander comment tu as été accompagné dans ce parcours. Donc, tu as parlé de Polivia, en effet, qui est l'organisme de branche qui a permis de repérer les compétences et de faire tout le travail d'ingénierie en amont. Juste faire un petit point sur Opco 2i, du coup, et comment on a travaillé ensemble et ce que ça a apporté à l'entreprise dans ce parcours. C'est simple, la partie administrative qui est quand même assez complexe. Sans locaux, on n'aurait pas pu mettre tout ça en place. Hein. C'est clair et net. Hein. C'est vrai que c'est quand même assez lourd, assez long. On a quand même été super bien épaulé par locaux, actifs, que ce soit par mail, téléphone, en présentiel. Donc ça, c'était indispensable pour monter ce projet. Donc, en effet, il y a eu un accompagnement qui s'est fait un peu en tripartite. On a aussi beaucoup travaillé dans le cas de chez VK avec la branche, pour le coup, qui avait fait la partie d'ingénierie. Et puis, il y a eu la partie financement, puisque l'entreprise VK est une entreprise de moins de 50 salariés. Donc, en effet, ce parcours complet qui a été monté et fait avec plusieurs modalités pédagogiques a pu être financé à 100% sur la partie des coûts pédagogiques. Voilà. Est-ce que tu veux conclure avec un petit mot de la fin, Michael? Et puis on va redonner la parole aux animateurs. Allô? Oui, je te demandais si tu avais un petit mot de la fin avant qu'on repasse la parole aux animateurs. Moi, je trouve que j'espère qu'on va pouvoir continuer sur les autres groupes. Là, j'ai déjà 2 groupes à terminer. On va avoir les passages de, entre guillemets, leur CQP au mois de mai. Et après, on va pouvoir enchaîner sur les autres groupes. Donc, on va avoir l'expérience des premiers. Et après, on va enchaîner pour former l'ensemble de nos salariés. C'est ça. Et heureusement qu'on a mis ça en place parce que ça va vraiment nous aider. On est en pleine expansion.
vraiment nous aider à stabiliser le process. Et l'entreprise a besoin de ça. On a besoin de former le personnel avec les difficultés de recrutement que tous nos collègues du métier de survie ont. C'est indispensable d'avoir la possibilité de monter des projets comme ça. Merci. Donc, il y a une dernière question peut-être. Parfait. Merci Mickaël. Juste pour, il y a une question dans le chat qui va permettre de rebondir sur ce que tu es en train de dire. Il y a une question sur le temps qui a été mis pour monter ce parcours. Donc ça vous a pris du temps, tu as été épaulé par quelqu'un chez toi, un stagiaire, mais comme tu le disais là, en fait, le temps que vous avez passé va pouvoir être capitalisé puisque vous avez fait le travail pour un groupe au départ, il y a déjà un deuxième groupe qui est en cours de formation et comme tu le dis, d'autres groupes vont être formés. Donc, l'important, c'est de dire que pour construire ces parcours pédagogiques en AFEST ou d'autres parcours pédagogiques, on y passe du temps au départ, mais c'est important de le faire quand c'est des postes récurrents sur lesquels on va pouvoir régulièrement se servir du parcours qui a été construit. Après, je ne sais pas si tu as en termes de temps une idée, une notion du temps que vous y avez passé, sans vouloir faire peur, mais en étant réaliste. C'est un gros parcours quand même. On va dire quand même, au moins un an quand même. Vraiment tout monter. La partie théorie, ça nous a permis aussi, nous structurer, c'est-à-dire mettre en place nos procédures de gestion de nos lignes, de démarrage, d'arrêt, de réglage machine. Et puis après, de monter les PowerPoint de formation, monter les questionnaires. Donc j'ai été épaulé par un apprenti ingénieur en QHSE qui m'a bien aidé à monter tout ce projet. Mais derrière, en plus du CQP, oui, ça nous a permis de nous perfectionner au sein de l'entreprise, d'être plus professionnel dans ce qu'on fait, et puis d'avoir une maîtrise complète de notre process. Demain, j'ai un nouveau qui va arriver. Chez nous, il va passer par toutes les phases de formation. Donc la formation avec Polivia et la formation interne chez nous. Là, des fois, on prenait des nouveaux. Il vient travailler chez nous, mais il ne sait pas que l'Écosse est un grand groupe allemand. Il ne connaît pas nos clients, il ne connaît pas nos fournisseurs. Donc là, on a vraiment préparé aussi des modules où la personne, l'opérateur de ligne chez nous, va savoir pour qui on travaille, pour quel client on travaille, quel fournisseur. Vraiment connaître son entreprise. Ok, donc objectif atteint et même dépassé du coup. Tout à fait. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place dans le futur. Parfait. On va l'améliorer d'année en année avec les autres groupes. On va améliorer encore d'année en année ce CQP. Parfait. Nous, en interne. Merci beaucoup, Mickaël, pour ton témoignage. Il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Je pense que ça apporte un peu d'eau au moulin pour les réflexions dans les entreprises. Merci à toi. Oui, je reçois aussi les questions, c'est ça? Je les vois. Ok. On laisse les animateurs reprendre la main. Merci à toi. Pas de souci. Merci à vous. Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est très apprécié. On le voit dans les commentaires. Et désolé, du coup, on a un petit peu dépassé le temps prévu initialement. Donc, merci d'être encore là. Pour ceux qui nous quittent déjà, il y a le replay. Donc, je le redis, on l'a dit beaucoup dans le fil du chat. Mais en effet, vous recevrez donc d'ici le début de semaine prochaine le replay de ce webinaire. Et enfin, donc, on voulait quand même terminer en vous disant que vous avez à votre disposition sur le site internet d'Opco2i deux guides. Donc, un guide sur la FEST, un guide pratique. Et ça, c'est le guide. Et après, on a réalisé donc un kit complet pour vous aider dans l'ingénierie justement de la mise en place de la FEST, et celui-ci peut vous être communiqué par votre conseiller, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller pour avoir le kit à FEST. Et vous avez également donc un guide FOAD, on vous a mis les liens ici dans la présentation.
Et enfin, donc, bon, là, on le redit, donc pour en savoir plus, n'hésitez pas encore une fois à vous rapprocher de votre conseiller OPCO2I qui est à votre disposition pour vous guider dans la mise en place de la FEST et ou de la FOAD. Nous vous remercions vivement pour votre participation nombreuse et on vous dit à très bientôt.